Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat, sur Batimat 2022, porte de Versailles. Et nous sommes jeudi matin et nous allons parler énergie. On va parler innovation dans le secteur de l'énergie pour le bâtiment. Pour en parler avec moi, deux invités. Hélène Hoffmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur commercial chez Celsius Ingénierie et vous êtes aussi une représentante de l'association AFPG, donc Association des gens de la géothermie, c'est ça? Tout à fait. Celsius, qu'est-ce que c'est? Alors, en deux mots, et puis après on y reviendra. Chez Celsius, on propose une solution clé en main de pompe à chaleur géothermique pour chauffer et rafraîchir nos bâtiments avec une solution bas carbone. Alors, on va voir après ce que c'est. À côté de vous, Jérôme Gattier, bonjour. Bonjour. J'avais l'habitude de vous inviter en tant que représentant directeur du plan bâtiment durable, mais là, vous êtes le représentant de Greenflex, directeur action acteur public. Voilà, depuis février 2020. Et Greenflex, qu'est-ce que c'est? Alors Greenflex, c'est une société qui accompagne globalement les acteurs publics et privés dans leur transition énergétique et environnementale, et sociétale aussi d'ailleurs. Donc en fait, nous sommes à entre 400 et 500 en France, avec quelques présences dans les pays proches, et un site principal à Paris et dans les principales villes de France, des sites plus petits. Et donc nous avons des prestations assez globales, puisque nous faisons du conseil stratégique pour des trajectoires bas carbone ou basse énergie ou RSE ou stratégie de développement durable. Ça, c'est le conseil. Nous avons des prestations d'assistance maîtrise d'ouvrage en ingénierie sur des projets efficace énergétique dans les bâtiments pour les contrats de performance énergétique ou des projets énergie renouvelable. Et nous aidons aussi au montage des projets, car les gens ont des problèmes de sous ou de financement, on va dire plus sérieusement. Et donc nous aidons par des locations financières, création de sociétés de projets ou recherche de subventions. D'accord. J'ai terminé. On va parler d'énergie fatale. Tout à fait. On va commencer par la géothermie. Vous me dites, vous présentez une solution de géothermie. Je vous ai dit tout à l'heure en préparant, c'est pas nouveau. En quoi c'est nouveau et qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait l'innovation? Oui, tout à fait. En fait, donc les pompes à chaleur géothermiques, ça existe déjà depuis plus de 20 ans. Mais jusque-là, cette technologie était confrontée à un certain nombre de freins. Et c'est la raison pour laquelle c'est resté un petit peu un marché de niche. Donc, en fait, nous, l'innovation qu'on porte, elle réside dans le fait qu'on va associer deux secteurs différents pour pouvoir optimiser cette solution, la massifier et voilà, l'industrialiser. Donc, Celsius Energy, en fait, a été créé par trois ingénieurs du groupe Schlumberger. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le groupe Schlumberger. En résumé, c'est donc un grand groupe spécialisé dans l'ingénierie du sous-sol, notamment plutôt pétrolière. Et donc, l'idée, c'est de prendre des briques technologiques du monde pétrolier. Ces compétences-là, et voilà. les amener à la géothermie. Quel exact. Type de technologie vous importez, on va dire, du monde pétrolier? Alors, notamment des technologies dans le domaine du forage, évidemment, puisque nous, donc, pour venir chercher les calories qui sont dans la terre, sous nos pieds, on a un vrai réservoir On parle de d'énergie. Géothermie et on puise dans la terre, on ne puise pas dans l'eau avec vous. Non, on va puiser dans la terre cette chaleur ou ce frais, puisqu'en fait, donc, notre sous-sol superficiel est à environ 15 degrés. Donc 15 degrés, l'hiver, c'est plutôt chaud, et 15 degrés l'été, c'est plutôt frais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chaleur de la terre et on va la mettre dans le bâtiment pour le chauffer, ou l'été, prendre la chaleur du bâtiment et remettre cette énergie thermique dans la terre. C'est un peu une charge-décharge du sous-sol. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir échanger ces calories avec la terre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est des forages qui vont jusqu'à 200 mètres de profondeur, et on va mettre des échangeurs qui vont pouvoir venir récupérer cette énergie thermique de la terre. Alors ça existait depuis 20 ans, mais une des innovations qu'on a pu apporter, par exemple, c'est le recours au forage d'évier. Puisque jusque-là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Sans aller trop dans le détail technique, mais expliquez-nous ce que c'est le forage d'évier. Voilà, donc jusque-là, en fait, on réalisait des échangeurs verticaux. Donc il fallait les espacer de 10 mètres, donc ça prenait beaucoup de place. Donc en fait, beaucoup de projets, notamment existants, ne pouvaient pas avoir recours
à cette énergie, ne pouvaient pas connecter leur bâtiment à l'énergie de la Terre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va regrouper toutes les têtes de forage sur quelques mètres carrés et on va venir faire une installation en étoile. Sachant que le forage dévié, c'est une technologie qui est maîtrisée dans le monde, du pétrolier. Voilà, c'est utilisé tous les jours dans le monde pétrolier. Ce qui permet de multiplier les points de puisage, c'est ça, ce qui permet d'améliorer la performance je ne suis pas ingénieur, donc je ne sais plus où aller. Mais allez-y. En fait, ça permet de réduire l'empreinte au sol de l'installation. C'est-à-dire que des projets qui n'avaient pas de place pour faire la géothermie, maintenant, pourront avoir recours à cette technologie parce qu'on réduit l'emprise au sol sur quelques mètres carrés. Comme ça, donc ça, c'est une des innovations. C'est pas la seule. Oui, c'est une des innovations. Là, c'est vraiment pour pouvoir aller s'installer là où c'est pas possible, par exemple en centre-ville. Voilà, dans les milieux urbains plus denses et surtout pour l'existant. D'accord. Une autre innovation de votre système, là on a vu le forage, on a vu aller puiser. Est-ce qu'il y a des innovations dans les pompes à chaleur tout simplement? Est-ce que vous utilisez les pompes à chaleur du marché ou est-ce que vous êtes allé chercher de l'innovation là aussi? Alors, on va utiliser les pompes à chaleur du marché. Par contre, on a développé un système de gestion de l'énergie intelligent. Donc, on a notamment collaboré avec le CEATEC ou avec le laboratoire d'intelligence artificielle de Schlumberger. Il y a toute une compétence aussi chez Schlumberger dans ce milieu-là. Donc, on a développé ce système qui va piloter en fait tout le local technique et garantir les meilleures performances du système, garantir la pérennité de la ressource géothermale également. Et ça manquait aussi au secteur jusque-là. Ça a un impact, la géothermie, sur le sol? Est-ce qu'on le refroidit? Alors ça, c'est une très bonne question. Et justement, c'est la raison pour laquelle, donc en phase de dimensionnement, on va faire ce qu'on appelle des géomodélisations pour simuler sur plusieurs années comment va réagir le sol à cette stimulation thermique et bien dimensionner l'ensemble des échangeurs de façon à ce que le sol puisse se régénérer thermiquement et assurer la pérennité de la ressource. C'est des systèmes qui sont à destination de quel type de bâtiment? Du logement, du tertiaire, du bâtiment industriel? Alors, de manière générale, les pompes à chaleur géothermique, ça peut s'appliquer dans l'individuel ou dans le collectif ou dans le tertiaire. Nous, notre solution qu'on porte, c'est plutôt destiné à des bâtiments de logement tertiaire, mais en tout cas avec des surfaces, on va dire, supérieures à 2-3 000 m² pour que ce soit intéressant. Que ce soit vraiment intéressant et efficace. J'imagine qu'il y a un coût. Il doit y avoir des études. De solutions, c'est des solutions que vous pourriez trouver intéressantes dans le cadre de vos activités? Écoutez, oui, moi, la question que je voulais poser, c'est tu avais parlé de bas carbone. Quel est l'aspect bas carbone dans cette solution? Oui, et ça, c'est le point le plus important. Parce qu'il faut le rappeler, le petit élément de contexte, le chauffage et la climatisation des bâtiments, ça représente presque le quart de nos émissions en France. Donc c'est la raison pour laquelle justement on a voulu travailler sur ça. La solution de pompe à chaleur géothermique permet en moyenne de réduire de 90% l'empreinte carbone liée au chauffage et à la clim, si par exemple on le compare à du gaz et un groupe froid classique. Donc on divise par 10. Donc c'est en cela que vous êtes bas carbone. Sachant qu'évidemment, avant de parler énergie, on parle enveloppe du bâtiment et on a travaillé l'enveloppe de son bâtiment pour consommer le moins d'énergie possible, que ce soit en chaud ou en besoin de chaud ou besoin de froid. Tout à fait. L'énergie fatale, c'est quoi? Alors, le sujet qu'on va aborder dans l'innovation, il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de gens amènent beaucoup de prestations. Le point qu'on va aborder aujourd'hui de manière très simple, effectivement, c'est comment on peut réutiliser les énergies fatales de manière utile dans le chauffage urbain ou dans les procédés industriels. L'énergie fatale, ça va être par exemple un site industriel qui va chauffer très fort des matériaux, soit pour faire des briques, soit pour faire fondre du verre. Et donc en fait, il y a une grande consommation d'énergie. Je suis un ancien de la sidérurgie, donc on avait donc on relâche énormément d'énergie, soit par des cheminées, soit par des exutoires divers, et qui est gâchée, qui part dans l'atmosphère. Donc en fait, il y a toujours eu cette frustration de ne pas pouvoir suffisamment
réemployer l'énergie fatale. Donc on en a beaucoup parlé. Donc l'actualité, c'est que dans le sujet des réseaux de chaleur, enfin dans le sujet de réemploi de la chaleur fatale, elle peut être réemployée dans le site industriel lui-même. Elle peut essayer d'être réemployée dans des sites industriels voisins, mais nous on essaye de promouvoir l'idée et les études et les missions pour la réemployer dans les réseaux de chaleur urbains. Le réseau de chaleur urbain, c'est un ensemble de solutions qui a un historique, qui est ancien, mais qui étaient quand même des solutions qui avaient du mal à être compétitives, y compris au moment où le gaz naturel, par exemple, était très très peu cher. Là, il y a une actualité économique. Alors évidemment, on arrive à des tarifs énormes, énormes, mais dont on espère qu'ils vont se détendre, on va dire. Mais on va dire par exemple, le gaz, il pourrait être à 10 euros le mégawattheure et des solutions de réseau de chaleur 70-80. Donc de 10, on est passé à 150. Si on redescend à 60, 70, 80, avec des aides publiques qui compensent certaines différences et qui existent par le fonds chaleur par exemple, on peut se dire que toute cette chaleur qui est perdue et qui donc, si on les réemploie, c'est une économie d'énergie d'origine fossile, on la remet. C'est de la chaleur qui est déjà produite. Et donc on la réemploie exactement dans le réseau de chaleur urbain. Donc il y a un domaine de pertinence de la solution, parce qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait des distances trop importantes, puisqu'il y a un investissement d'équipement de récupération, et puis après d'équipement de raccordement ou pour relier avec les réseaux existants. Donc ça, c'est un certain niveau d'investissement. Et il faut voir comment, par rapport à l'intérêt, l'importance, le volume d'énergie produit, l'utilisation qui en est faite, comment ça se cale économiquement. Donc c'est pas des sujets très simples, mais c'est une vraie opportunité à l'heure actuelle pour la décarbonation des réseaux de chaleur et trouver de nouveaux avantages de compétitivité pour l'industrie. Il y a déjà des exemples aujourd'hui de quartiers qui sont chauffés avec... Alors nous, il y a des exemples. Nous, on a une énergie fatale là, qui nous arrive. Je suis désolé, vous l'avez, c'est le soleil. C'est formidable. Ouais. Mes lunettes. Alors du coup, on a des études en cours, des vraies missions qui vont déboucher sur des projets à Dunkerque et au Havre. Alors, on voit que c'est des très grands sites industriels. Dunkerque, parce qu'on a usine. Il y a un ensemble de sites industriels et des très grands sites aussi au Havre. Mais bon, il y avait déjà des travaux qui étaient faits avec les usines d'incinération d'ordures ménagères. On appelle ça maintenant on a pris des termes plus modernes pour les désigner, mais c'est unité de valorisation énergétique. Donc déjà on réemploie cela, mais on voit que il y a tout un ensemble de sites importants qui relâchent de l'énergie fatale, qui sont plus petits que ceux que j'ai cités, qui sont d'immenses sites industriels, qui ont de l'intérêt, et beaucoup de villes, même y compris moyennes, ont ce genre de sites qui pourraient donner lieu à réemploi, et ce serait vraiment un vrai progrès. On connaît le gisement ? On a une idée Écoutez, alors le gisement, peut-être qu'il est connu. Il n'est pas connu suffisamment de moi au moment où je vous parle. Donc je vous remercie pour cette excellente question. Je crois qu'il y a des études assez générales qui ont été faites, mais de toute façon, à un moment donné, pour vérifier la pertinence du projet, il faut rentrer dans un cas, parce qu'il y a des énergies fatales énormes. Par exemple, toutes les centrales nucléaires renvoient des énergies fatales. On a toujours rêvé ou fantasmé de les réemployer, mais comme elles sont mises exprès à distance des zones habitées, il y avait un problème d'équation économique pour faire des énormes tuyaux de raccordement de ça aux différents réseaux. Donc en fait, il faut quand même regarder des sujets à la fois l'importance de l'énergie qui est disponible en énergie fatale, l'importance de l'investissement pour la raccorder, à quel prix on arriverait pour délivrer cette énergie au réseau en absorbant les investissements ou en les amortissant, et du coup, qu'est-ce qu'on aurait à peu près comme pertinence économique, comme équilibrage de la solution, on va dire. Même question que tout à l'heure, en quoi ces solutions sont bas carbone ? Les solutions bas carbone, puisque comme vous disiez vous-même, l'énergie est déjà disponible. Donc si on arrive à la réemployer, et souvent ça vient en substitution de chauffage. Alors, chauffage c'est saisonnier, mais il y a aussi des sites tertiaires ou autres qui emploient toute l'année de l'énergie, et ça substitue
du gaz naturel principalement, et donc des énergies d'origine fossile. Donc c'est bas carbone à ce niveau-là. Alors, je sais qu'il existait aussi des exemples de récupération d'énergie fatale sur les eaux grises, notamment les eaux des égouts et autres. Est-ce que ces sujets-là sont aussi travaillés? Oui, alors là, bien sûr, ils sont travaillés. Alors nous, de toute façon, alors c'est pas le sujet que j'avais mis en avant. Mais ce qui est, vous entendant tout parler, tout à fait. J'ai Non, mais pensé ce qui est à ça. sûr, c'est que les eaux grises, une fois on s'est libéré du caractère un petit peu moyennement sympathique de ce qu'il y a dedans, en fait, c'est une espèce de flux qui a des températures assez constantes. Donc ça peut servir de source de chaleur dans des solutions thermodynamiques pour alimenter aussi là des réseaux de chaleur ou des solutions immeuble par immeuble, ou plutôt des solutions à injection dans un réseau de chaleur urbain. C'est des sources très importantes qu'on travaille, mais dont on voit tout de suite qu'elles n'ont pas qu'elles ont un grand potentiel, mais qu'elles n'ont pas forcément une très grande simplicité de mise en œuvre. Voilà, parce qu'on voit qu'on est dans un truc en ville, il faut voir qu'il n'y ait pas trop de difficultés de se raccorder, etc. Mais c'est aussi des sujets, vous avez raison, c'est des choses qu'on savait, qu'on sait faire. Il y a des exemples, il faut les retrouver et les redévelopper. Sur ces énergies fatales dont on a parlé, vous vouliez réagir? Oui, j'avais juste une petite question. C'est bien, hein, les invités qui se posent des questions, moi j'aime bien. J'en profite. Est-ce qu'il y a des solutions du coup qui sont développées pour stocker le surplus d'énergie fatale qui ne serait pas forcément utile à l'échelle du quartier? Est-ce qu'il y a des solutions de stockage? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est vrai, c'est que le sous-jacent de votre question, c'est qu'il y a des usages qui sont saisonniers. Donc en fait, on cherche d'abord à aller vers des réseaux ou des utilisations, on va dire, où il y a un talon de consommation qui est relativement constant dans l'année. Ça fait partie de l'analyse de la pertinence. Donc par exemple, vous avez bien sûr l'eau chaude sanitaire, mais vous pouvez avoir aussi des sites tertiaires ou autres. On va dire le centre aquatique, c'est un exemple peut-être un peu bêta, mais qui marche, où il y a un besoin annuel. Et après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a le sujet. Alors peut-être vous amenez la géothermie par ce point-là. Ma question était intéressante. Par le stockage intersaisonnier. Donc ça existe aussi. Enfin, nous sommes complètement, je ne sais pas comment dire. Nous, on n'est pas placeurs de telle solution plutôt que telle autre, si je puis me permettre cela. Mais et donc en fait, les solutions marchent. Après. Je dois dire que le stockage intersaisonnier, c'est un point très important. Et mais comme vous disiez tout à l'heure, approchez un petit peu votre micro. Là où vous pouvez peut-être amener des solutions plus pertinentes, c'est que alors je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais il me semble qu'il y a des très très bonnes références et qu'il y a aussi quelques contre-références, parce qu'en fait, justement, ont été entre guillemets trop de charges énergétiques dans un sol et donc ça se met à le transformer, et au lieu de partir de l'idée qu'on va dire il y a une masse une température constante parce qu'il y a une énergie infinie dans ce sol, comme en fait on est limité, on a du mal. Donc c'est vrai que peut-être que des études plus précises peuvent bien voir l'intérêt de cette stockage intersaisonnier, dont il faut voir aussi la pertinence économique à un moment. Tout à fait. Et l'idée, c'était pas forcément de confronter les deux technologies, mais justement, on travaille sur certains projets qui récupèrent de la chaleur fatale d'usines ou d'industrie. Et l'idée, c'est de le coupler avec du stockage géothermique. Intersaisonnier. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire. Il faudra qu'on discute. Volontiers, oui. On arrive un petit peu intéressant. Au terme de notre échange. Juste, je vais vous demander de mettre votre casquette association des gens de la géothermie. On a vu, vous, ce que vous faisiez, comment vous travaillez, et puis j'invite tout le monde à aller vous voir. Vous êtes sur le salon, ou vous avez un site internet? Voilà, oui, on n'a pas de stand aujourd'hui sur le salon, mais voilà, on a évidemment un site internet et très présent. Et d'ailleurs, pour ajouter, on a un démonstrateur de notre solution à Clamart, et on organise des visites toutes les 2 semaines. Donc, pour aller voir le démonstrateur, ça marche. Sur les évolutions plus générales en termes de géothermie, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi si on fait un peu de prospective, comment les choses évoluent? Alors,
ce qu'on peut observer, c'est que la filière, elle est vraiment en train de se structurer. On observe voilà, beaucoup de grands acteurs qui commencent du domaine de l'énergie, du domaine du pétrole aussi, qui commencent à investir de façon assez massive pour optimiser cette technologie, pour la massifier. Donc voilà, des investissements et aussi des innovations, notamment aussi dans le monde des pompes à chaleur géothermique individuelles, où voilà, il y a des nouvelles solutions qui sont proposées, moins chères et plus simples à mettre en œuvre. Voilà, donc la géothermie devrait sortir de son marché de niche. Exactement, et je voulais juste rajouter aussi qu'il y a un gros travail qui est fait pour simplifier le recours à cette énergie qui jusque-là pouvait paraître un petit peu complexe pour les maîtres d'ouvrage, pour les bureaux d'études. Donc voilà, l'idée c'est bon, chez Celsius Énergie, mais aussi dans le secteur, c'est de vraiment simplifier ce recours, simplifier l'accès aux aides aussi. On travaille beaucoup avec la FPG et l'ADEME pour simplifier le recours voilà, aux aides du fonds chaleur, par exemple. Donc beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Non, mais toutes ces solutions qui vont aider à sortir des énergies fossiles sont portées politiquement, donc sont portées par les professionnels, vont retrouver de la pertinence économique de manière très forte, avec les coûts qu'on a, parce qu'on a tous fait des simulations avec les coûts de l'énergie qui montaient de 3% par an, ça donnait rien. Temps de retour du changement de la porte d'entrée, 240 ans, les gens quand ils voyaient leur audit, ils disaient hop, poubelle. Voilà, donc ça a énormément changé. On est plus dans ce cas de figure. Voilà, mais c'est vrai qu'en plus, tout le travail de confiance, de simplification, de rendre les choses compréhensibles, pas dire oh là là c'est bien mais c'est compliqué, c'est pas pour moi. Tout ça aussi fait partie un peu des coûts indirects de recours à ces solutions sur lesquels il faut travailler. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal nous parler de ces solutions d'innovation énergie, chaleur fatale et géothermie. Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV, sur le site de Construction 21 qui nous a aidé à monter cette émission et bien sûr sur les sites de nos partenaires magazines. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.